Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live RSE et performance commerciale, le plan d'action en 5 étapes. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Franck, qui va être l'invité de ce live partenaire Intersection. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? C'est la première chose. Et on pourra comme ça enchaîner sur ce live. Du coup, on est ensemble pendant 1 heure aujourd'hui. Pendant ce temps-là, voilà, surtout si vous nous entendez pas, dites-le nous. Avant qu'on déroule sur ce live et qu'on se présente, on a surtout envie de savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes responsable RSE, consultant, étudiant, dirigeant ou autre? Dites-le nous aussi en commentaire en même temps. Comme ça, on pourra en savoir un peu plus sur vous et peut-être, pourquoi pas, orienter le live en fonction de vos profils. Donc, ce sera un peu plus adapté. Super, merci Aurélie. Bonjour Thierry, bonjour Dorothée, bonjour Gilles. Ok, donc là, pas mal de professionnels de la RSE consultants, beaucoup de profils que je connais. Bonjour Samuel, bonjour Alexandre. Bonjour Alexandra. Donc voilà, pour ceux qui arrivent, bienvenue. N'hésitez pas à nous dire qui vous êtes, votre profil. Voilà, ça nous aidera pour orienter le déroulé de ce live. Ok, expert comptable, bonjour Alexandra, enchanté. Bonjour Anne-Claude et Audrey. Bon, il va y avoir beaucoup de bonjours, là, je vous annonce. Comme ça fait, il y a aussi pas mal de gens qui nous rejoignent, donc bienvenue à vous. On est déjà presque une quarantaine en live sur cet événement, donc merci à vous déjà d'être là aujourd'hui. Ok, super. Bonjour Oriane. Eh ben écoute Oriane, hein, tous les mois tu vas me voir sur un live LinkedIn, donc au plaisir de t'accueillir sur les prochains. Bonjour Cyrine. Bonjour, bah bon, merci beaucoup pour vos réponses. N'hésitez pas à continuer à nous dire hein, qui vous êtes, si vous êtes responsable RSE, dirigeant, etc. Même pendant le cours du live, je vous propose d'enchaîner parce qu'on a beaucoup de contenu à vous donner aujourd'hui avec Franck. Tu peux déjà commencer par te présenter, Franck, si tu le veux bien. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis consultant RSE et leadership. Depuis une dizaine d'années, j'ai accompagné environ 200 entreprises. À qui je m'adresse? Ben, je m'adresse à vous, dirigeants des RH, responsables RSE, PME, ETI, tout domaine, mais BTP, réseau immobilier, services B2B, les startups. Je suis vraiment très holistique là-dessus. Mes activités, ça va être des diagnostics 360 en RSE, avec des roadmaps pour accompagner les entreprises sur une certification ou une labellisation ISO 26000 auprès de l'agence Lucie. J'accompagne les entreprises donc sur le reporting et sur la préparation des audits externes pour cette labellisation. Je fais aussi donc du coaching de dirigeants et managers et équipes. Formation en management durable sur mesure, et puis je peux accompagner les entreprises sur le passage en entreprise à mission. L'idée, c'est que vraiment, je suis là pour aligner les valeurs et la performance et faire en sorte que la RSE et l'ESG soient des accélérateurs de transformation au niveau des entreprises et de performance. Voilà ma présentation rapidement.
Et vous pouvez suivre aussi Franck sur LinkedIn. J'en profite quand même pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, même si ça fait déjà le troisième live qu'on organise. Il y a des personnes qui étaient là la dernière fois que je revois, donc merci à vous pour votre fidélité, si je puis dire. Donc, Pablo Maria, je suis cofondateur d'Intersection. Je suis doctorant-chercheur en sciences de gestion, spécifiquement sur le sujet des sociétés à mission. Donc, mon but, c'est de voir comment on peut exporter ce modèle de société à mission à l'échelle européenne, parce qu'il y a plein d'autres pays qui se mettent à aborder ce sujet. Voilà, donc sur le sujet de gouvernance aussi qui m'intéresse beaucoup. J'étais consultant RSE, je le suis encore un petit peu, mais je suis principalement là, aujourd'hui sur la partie communauté d'intersection, la solution RSE, un logiciel RSE que HSE Bilan Carbone, qui permet aussi aux entreprises de réaliser leur reporting CSRD, pour celles qui sont encore soumises après l'omnibus. Voilà, donc j'anime la communauté intersection qui est comprise de plus de 35 experts RSE, cabinets de conseil, cabinets d'expertise comptable, donc qui utilisent notre outil en interne ou auprès de leurs clients pour les accompagner. On aura l'occasion d'en reparler à la fin de ce live. Je crée aussi pas mal de contenu LinkedIn. Je réagis à l'actualité, je parle de société à mission, de ma recherche ou de la veille réglementaire ou d'actualité voilà, en lien avec le monde de l'ESG, la RSE et des sociétés à mission. Bonjour Myriam. Donc, n'hésitez pas à me suivre également, si ce n'est pas déjà fait pour les 300 personnes qui étaient inscrites à ce live. Donc, on va enchaîner sur le programme du jour, qui va être assez dense. Le premier point, c'est pourquoi la RSE fait vendre. Donc, vous allez voir quelques arguments qui vont vous montrer le lien entre RSE et performance commerciale. 3 chiffres qui changent la donne. Donc là, on va sur des statistiques marché que Franck va vous donner. Vous verrez hein, dans le déroulé du live, ça va surtout être Franck qui va animer. Moi, je vais assez peu parler, ce qui est rare. Et le troisième point, le cycle RSE Sales, les différentes étapes au travers desquelles vous allez pouvoir structurer ce lien entre RSE et performance commerciale. Bonjour Isabelle aussi. Et quelques cas clients, cas d'études études de cas, pardon, avant-après, donc avant la mise en place d'une démarche RSE et après la mise en place d'une démarche RSE. Qu'est-ce que ça a changé pour certaines entreprises qui ont bien documenté ce processus-là avant-après? Ensuite, une roadmap 90 jours très concrète pour passer à l'action auprès de vos clients ou dans votre entreprise si vous êtes responsable RSE ou dirigeant. Voilà, l'idée c'est que vous repartiez avec des éléments concrets. Une surprise vous attend à la fin. Je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est aussi pour vous inciter à rester jusqu'à la fin de ce live, surtout les cas au niveau 4 et 5. On va vraiment vous livrer beaucoup de valeurs concrètes. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Déjà pour commencer, petit icebreaker là, avant qu'on déroule sur tout notre contenu. En un mot, à votre avis, et dites-le nous en commentaire, pourquoi la RSE fait vendre? Pourquoi la RSE peut être un argument de performance commerciale? Dites-le nous en commentaire, voilà, on est curieux de savoir déjà qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet. Si vous avez des notions ou vous en avez pas, dites-le nous. Comme ça, on pourra aussi éclaircir si vous avez des questions sur ce sujet. Voilà, on vous laisse une de 2 minutes répondre en commentaire dans le commentaire LinkedIn directement. Bonjour Myriam. Voilà, donc en un mot, hein, n'hésitez pas, c'est pas forcément une phrase ou un énorme argument, mais en un mot ou deux, trois, pourquoi, à votre avis, la RSE fait vendre, ou en tout cas, elle pourrait permettre de ne pas perdre de clients, par exemple. Là, je vous ai donné un indice. Voilà, dites-le nous. Ok, contrainte réglementaire, ça marche. Les besoins des clients, différenciation. Alors, la différenciation, on en parlera. Je ne sais pas qui le dit parce que c'est un utilisateur anonyme. En tout cas, le vrai sujet, c'est que plus le temps passe, moins la RSE est un élément de différenciation parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui les mettent en place. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous différencier aujourd'hui avec une démarche, mais ça, je pense qu'à horizon 4-5 ans, ce sera un argument important, mais qui va prendre de moins en moins d'ampleur. RSE, création de valeur pour les parties prenantes de l'entreprise, super. Voilà, et vous avez pas mal d'idées. Merci beaucoup pour vos réponses.
Maîtrise des risques, Bojo, oui, merci à vous. Elle fait vendre qu'à les consciences s'éveillent. J'aime bien ce commentaire, merci, merci Aurélie. On va en parler aussi, les attentes, des jeunes générations, mais pas que. Hein, faut pas réduire, les attentes RSE, aux jeunes. C'est assez documenté que finalement l'ensemble des générations aujourd'hui sont sensibles aux enjeux sociaux ou environnementaux. Pas sur les mêmes sujets exacts, ni à la même intensité, mais en tout cas, c'est sûr que les consciences générales s'éveillent, pas seulement un âge précis. Ludivine Ledoux, ça marche. Merci, Ludivine. C'est vrai que tu es en utilisateur anonyme, en tout cas sur la plateforme de live. Pondération élevée, Mathieu Rech, exactement, ouais. Salut Mathieu. Dans les appels d'offres publics ou privés, d'ailleurs, on en parlera. Bon, bah super, merci beaucoup pour tous vos retours là. On va enchaîner sur ce live. Donc, pourquoi la RSE fait vendre? Franck, tu peux nous en dire quelques mots, j'imagine. Alors, effectivement, la RSE fait vendre au-delà des contraintes réglementaires que l'on peut avoir. On a quand même 54% des consommateurs mondiaux qui sont désormais prêts à payer pour payer un supplément de prix par rapport à un service ou un produit durable. Dans la moyenne, dans laquelle ils sont prêts à payer, ils sont prêts à payer 9,7% plus cher un produit tel que celui-ci, ce qui est quand même extrêmement important au niveau de la productivité. En deuxième chiffre, on a 80% qui se déclarent très ou assez préoccupés par l'impact environnemental de leurs achats. Et ça, c'est de plus en plus prégnant au niveau des clients. C'est vraiment quelque chose auquel les entreprises doivent répondre aujourd'hui. Enfin, 71% choisissent à prix équivalent la marque qui a une démarche durable la plus claire. Et ça aussi, c'est assez frappant sur ce cas client ici. Non seulement on parle des clients, mais on parle aussi des talents, puisque aujourd'hui, les entreprises ont énormément de mal à recruter, attirer, retenir les talents. On parlait tout à l'heure dans le chat qu'on parlait des jeunes Z, des millennials, mais 55% de ces générations regardent les politiques environnementales avant de choisir un poste dans une entreprise. Et 40% ont déjà refusé une offre pour des raisons d'éthique et de durabilité. On parle beaucoup d'éthique dans la RSE. Je ne l'ai pas vu trop dans le chat, mais c'est aussi quelque chose qui est important et qui est une forte demande des talents. On va aller sur que près 1 sur 5 des talents ont refusé ou quitté un employeur parce que jugés pas assez engagés sur le climat. C'est quand même assez parlant. Et on a 89% des talents qui déclarent qu'un travail porteur de sens est essentiel à la satisfaction professionnelle. Je fais beaucoup de posts sur LinkedIn sur le sens, l'éthique au niveau du travail. On a beaucoup d'entrepreneurs et je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui me disent oui, mais mes collaborateurs ne sont pas assez engagés. La question qui devrait se poser, c'est pourquoi ils viendraient travailler, pourquoi ils seraient engagés. Est-ce qu'il y a du sens à se lever le matin? C'est vraiment une grosse problématique aujourd'hui. Donc là, on peut dire que la RSE fait vendre, on va dire pour en grosse partie ces raisons-là, il y en a d'autres, mais celles-ci sont quand même des raisons très importantes. Donc finalement, voilà, RSE et performance commerciale, mais surtout RSE performance financière, hein, si on maîtrise nos coûts et on les diminue, notamment sur le recrutement. Ça va relier forcément à un gain de performance financière. Quelques pain points, Franck, j'imagine. Alors, 4 pain points résolus effectivement par la RSE, on en parlait dans le chat. Les appels d'offres, de plus en plus d'appels d'offres ont des critères RSE et j'en ai répondu à un cette semaine où j'avais effectivement un questionnaire RSE et qui entrait pour quasiment 20% dans la notation de l'appel d'offres. C'est quelque chose qui est extrêmement important et donc de plus en plus d'appels d'offres ont des nécessités d'avoir des démarches RSE. Un accès au financement vert, coût du capital, tout ce qui est financement vert par l'intermédiaire de la BPI, voire même maintenant un certain nombre d'autres banques qui font attention donc à cette
structuration de l'entreprise, on va dire. La performance opérationnelle, donc en France Stratégie, a montré que les entreprises qui avaient une stratégie RSE avaient 13% de productivité supplémentaire par rapport à une entreprise équivalente du même secteur. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est l'attractivité et la rétention des talents qui est extrêmement primordial dans ce que recherchent aujourd'hui les talents qu'on veut recruter. Alors, on va parler chiffres un petit peu. C'est beaucoup de chiffres, la RSE, mais il y a aussi beaucoup de prêche, je veux dire, de convaincre les gens, et il faut quand même apporter des choses qui soient documentées. Donc, on va parler encore un peu chiffres. Donc, il y a 3 statistiques qui véritablement sont un peu game changer. On a 90% des consultations d'achat dont on parlait tout à l'heure qui ont aujourd'hui un critère RSE, et 40% dans ces appels d'offres sont appliqués de façon systématique. Donc là, ce sont des chiffres qui datent d'août 2024. Donc, non, c'est en août 2026. Les critères RSE seront obligatoires dans les marchés publics. C'est la loi climat et résilience de 2021 qui le met en place. On l'a dit tout à l'heure, les consommateurs ne tolèrent un surcoût moyen de 9,7% pour un produit ou un service responsable. Et donc là, c'est une étude de 2024 en PwC qui avait mis ça en valeur sur 31 pays différents. Donc c'est vraiment très général. Et on a 71% des acheteurs grand public qui choisissent la version durable quand le prix est identique. Et donc ça, c'est une étude, un rapport annuel de PDI Technologies de 2024 qui a mis ça en valeur. Donc ce sont véritablement des chiffres très récents, des études, on commence à avoir des études d'impact de la RSE très documentées, ce qui vraiment permet de voir qu'il y a un véritable impact sur le sujet. Et n'hésitez pas à vous emparer de ces chiffres. On me demande souvent, que ce soit des consultants RSE ou des responsables RSE en entreprise qui essayent de convaincre leur direction. Ils ont besoin de chiffres, ils ont besoin d'éléments tangibles. Donc voilà, vous pourrez vous inspirer aussi de ce qu'on vous donne aujourd'hui. On vous donnera les sources à la fin si vous voulez aller regarder un peu plus dans le détail. Alors, on passe aux choses sérieuses, entre guillemets, le cycle RSE Sales, Franck, si tu le veux bien. Et oui, c'est important. Alors, moi, je viens du service, de la vente. Je suis un pur commercial. La RSE, ah là là, c'est des contraintes, mais en fait, il faut voir la RSE comme un game changer, je le disais tout à l'heure, et véritablement une action différenciante pour vendre son produit. Dans tout le cycle de vie de vente, on va pouvoir argumenter sur la RSE. Au niveau de la prospection, on va avoir une différenciation sur le premier contact. On va avoir le fait d'attirer des clients sensibles au durable, à la démarche que l'on va pouvoir avoir au niveau de l'entreprise. Dans la qualification de nos clients, ça va nous permettre d'éviter de perdre du temps. L'idée, ça va être de prioriser les affaires avec des valeurs fortes en extra-financier. Alors, tout simplement, on va dire, ce sont les gens qui ont les mêmes valeurs que nous, les mêmes valeurs RSE que nous. On va avoir plus de facilité à développer du business avec ces gens-là qu'avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs et qui n'en ont strictement rien à faire. Le gain de temps, ça va être aussi sur les leads à faible maturité RSE. On perdra moins de temps sur ces gens-là puisque moins sensibles déjà à notre action RSE. Sur la proposition, on va avoir un renforcement de la crédibilité et on va justifier notre 9,7% de prix d'écart supplémentaire peut-être. C'est véritablement une offre premium et une offre de service et une preuve concrète de la valeur ajoutée. Preuve concrète de la valeur ajoutée, si on a documenté notre démarche RSE, si on a communiqué sur notre démarche RSE, si potentiellement on a mis en place un label. Les gens ne vont pas nous croire sur parole en disant super, je fais de la RSE, c'est génial, je vais payer 9% plus cher, apporte-moi les preuves. Donc il y a quand même une communication et des choses à mettre en œuvre. Sur le closing, on a effectivement un risque réduit pour la perception par l'acheteur. Là encore, puisque si on regarde bien dans la RSE et notamment dans la partie gouvernance, on a tout ce qui va être éthique des affaires. À partir du moment où on a mis en place une politique gouvernance et d'éthique des affaires, on va pouvoir apporter une réassurance au niveau de nos clients.
Donc, ça va faciliter aussi ensuite l'acceptation des conditions, les délais, les prix. On a quelque chose de plus à apporter. Et enfin, toujours dans le cycle de vente, la fidélisation et la vente additionnelle. On va transformer nos clients en ambassadeurs. L'idée, c'est de générer des recommandations et créer de nouvelles opportunités. Tout au long du cycle de vente, de la prospection, la qualification, la proposition, le closing, la fidélisation, on va pouvoir se servir de notre activité, de nos actions RSE ou SG à justifier la qualité, la performance, la durabilité de nos produits ou de nos services. Ouais, excusez-moi, mon micro était coupé. Alors, je disais que je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce cycle RSE et sales, qui est vous avez peut-être déjà un système de suivi de vos indicateurs RSE ou vos indicateurs commerciaux, le taux de prospection, etc., le taux de conversion, pardon. En fait, ça, c'est vraiment une démarche que vous allez pouvoir mutualiser entre les deux pour ne pas scinder RSE performance commerciale. Donc, si vous voulez piloter un plan d'action RSE performance commerciale, et on va vous donner la roadmap de plan d'action juste après, vous pouvez suivre des indicateurs comme le nombre de concurrents qui ont une démarche RSE. C'est pas mal pour voir en fait l'état de votre marché. Est-ce que vous êtes en retard? Est-ce que vous êtes dans les temps? Est-ce que vous êtes en avance sur la mise en place d'une démarche RSE? Et ça, d'ailleurs, pareil, allez regarder ce que font les concurrents sur le sujet. C'est un bon moyen de faire, d'embarquer la direction dans une démarche RSE. En fait, quand on commence à regarder ce que font les voisins, généralement, on a tendance à s'agiter un peu plus vite. Pareil, un indicateur intéressant à suivre, c'est la moyenne des notes RSE que vous obtenez dans les appels d'offres, si jamais on vous les communique, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que dans les marchés publics, ils communiquent sur les réponses aux offres et ils vous disent à quel point la RSE a pesé dans l'appel d'offres et à quel point vous avez pu respecter ces critères RSE. Et là, pour le coup, pareil, sur les indicateurs à suivre, le nombre de prospects qui ont entamé une démarche RSE. Est-ce que c'est quelque chose auquel vos clients et prospects sont sensibles? Et vous pouvez sonder, grâce à cet indicateur aussi, à quel point vous allez pouvoir valoriser la mise en place de votre propre démarche dans votre cycle commercial. Si tous vos prospects ne vous en parlent jamais, n'ont jamais entendu parler de RSE, la démarche n'est pas vraiment la même. Vous allez être un peu plus pédagogue, vous allez devoir, entre guillemets, les éduquer sur ce qu'est la RSE avant même de vous montrer ce que vous faites. Ce n'est pas exactement la même démarche, mais vous pouvez déjà commencer à aborder ce sujet-là en prospection. C'est assez efficace. Ensuite, sur les indicateurs à valoriser auprès de vos clients ou non, hein, mais dans tous les cas, ils sont intéressants à suivre, c'est votre taux de satisfaction. Ça, c'est un classique, évidemment. Vos émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui parle pas mal aujourd'hui. Réaliser un bilan carbone et communiquer dessus. Bon, alors, ça peut être un élément, entre guillemets, un peu une limite, parce qu'on connaît tous le carbone funnel vision, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les enjeux environnementaux se réduisent au carbone, ce qui n'est pas le cas. Par contre, heureusement ou pas heureusement, c'est un indicateur que les gens connaissent bien. Ils en ont entendu parler, ils sont assez éduqués sur le sujet. Du coup, vous allez avoir un coût d'éducation qui va être moindre. Pouvoir communiquer sur votre empreinte carbone, ça parle plutôt aux gens. Les écarts de rémunération hommes-femmes, ça c'est quelque chose d'assez connu aussi depuis très longtemps. C'est encadré légalement pour les entreprises de plus de 50 salariés, mais pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant à mesurer. Là, on parle de valoriser, mais même en interne, en fait. Hein, c'est une démarche qui peut être intéressante de regarder de plus près. Voir s'il y a des écarts de salaire, utiliser les index d'égalité salariale, même si vous n'êtes pas soumis à l'obligation réglementaire. Ça peut déjà vous aider à avancer sur le sujet avant même de vouloir valoriser ces types d'indicateurs. Donc voilà, une chose à retenir de cette slide, c'est que vous allez pouvoir mutualiser des indicateurs de performance commerciale que vous mesurez peut-être ou pas hein, habituellement, et des indicateurs de RSE, pour voir le lien entre les deux. Donc, on propose... Pablo, on a une question en commentaire, peut-être. Je ne sais pas si on y répond maintenant ou pas. Complètement. On peut y répondre. Franck, tu fais bien de m'arrêter. Donc moi, la réponse que je vais apporter donc à Alexandre, c'est qu'on a donné le bâton pour se faire battre. Beaucoup d'acteurs politiques ou autres ont voulu emmener des parties prenantes dans la RSE sans pédagogie, sans expliquer pourquoi, sans expliquer le comment et les résultats qu'on pouvait en avoir. D'où eh bien, un petit peu aussi le live qu'on a aujourd'hui avec Pablo qui expliquait qu'est-ce que l'on peut faire de cette RSE. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la RSE en tant que contrainte, mais là, il faut savoir quand même qu'on a
37% des dirigeants qui déclarent ne pas savoir expliquer concrètement les gains de leur stratégie RSE. Il y a quand même une grosse lacune à ce niveau-là. Donc, on a donné le bâton pour se faire battre, c'est revenons à la démarche initiale qui est, OK, la RSE, qu'est-ce que concrètement cela peut m'apporter? Nous sommes tous d'accord sur le fait que nous avons besoin d'avoir des actions environnementales, mais pas que, puisqu'on a aussi toute la partie gouvernance des entreprises dans lesquelles nous pouvons agir. Donc, je pense que c'est souvent auto-infligé, ce backlash sur la RSE. Merci en tout cas, Alexandre, pour ta question. Pardon, je vais enlever le commentaire. On va enchaîner sur des choses un peu plus concrètes, Franck, sur des études de cas que tu as pu réaliser, notamment sur MP Hygiène. Voilà. Donc là, l'idée, c'était effectivement, on est toujours dans la preuve, c'est quelles sont les entreprises et quels secteurs d'entreprises ont mis en place des stratégies RSE avec de vrais résultats documentés. Et on va partir de MP Hygiène, MP 1865, très ancienne entreprise, qui a 150 années, puisque 1865, plus de 150 ans, qui fabrique quoi? Quelque chose de pas très sexy. Elle fait des équipements de protection individuelle. Elle fait des essuie-mains, elle fait du papier toilette, elle fait des mouchoirs, elle fait des gants en latex, elle fait pendant le Covid, les gels hydroalcooliques. Franchement, pas quelque chose d'hyper sexy. Et pourtant, cette entreprise qui a plus de 160 ans a mis une stratégie ou la RSE au centre de sa stratégie économique. Ça passe par quoi? Ça passe par de nouvelles machines qui vont permettre des traitements de déchets. Ça va être renforcer la capacité de production en réduisant les empreintes carbone. C'est quand même une entreprise qui a, par cette stratégie RSE, développé son innovation en mettant une feuille d'essuie-main en rouleau la moins carbonée du marché, avec un objectif de 2030 de descendre encore cette empreinte carbone pour passer à 4,09 de grammes de CO2. On a vraiment une entreprise qui a des certifications Origine France Garantie, Ecolabel, la FSC, etc. C'est vraiment quelque chose qui a mis une stratégie au cœur de son activité économique. Vous avez des résultats chiffrés parce que on pourrait vous dire ah ouais, mais enfin, c'est une entreprise qui ne va pas très bien. Si, c'est une entreprise qui va très bien. C'est une entreprise qui fait 144 millions de chiffres d'affaires en 2023 contre 130 l'année d'avant, qui a un résultat net de 11,8 millions d'euros, une marge brute de 35%. On a quelque chose, une entreprise qui fonctionne très bien. On a des bénéfices qui sont une performance environnementale, une attractivité commerciale et une innovation et un développement. La RSE n'est pas liée à un secteur d'activité, ce n'est pas les startups, ce ne sont pas ou ça ne sont pas que les startups qui peuvent mettre en place une stratégie RSE. C'est dans ça que le cas MP Hygiène ou MP 1865 est hyper intéressant. Là, quelque chose d'un peu différent, parce que l'idée, c'était aussi de vous montrer que là, on est sur une entreprise qui est beaucoup plus grosse, qui est internationale, qui est Interface Flore. Et là, c'est en 1994, le patron Ray Anderson découvre qu'en lisant un livre, The Ecology of Commerce, vit une révélation et il met en place dans son entreprise un mission zéro. Puis Climate Tech Back, en 2020, l'Interface lance la première dalle carbone négative. C'est l'illustration qu'une entreprise, quand il y a une volonté politique au niveau du top board, on peut avoir de véritables résultats. Il a aussi mis en place une stratégie complètement intégrée au niveau de l'entreprise, avec des designers qui sont formés au biomimétisme. On a des acheteurs qui sont notés sur la circularité, les commerciaux qui sont récompensés donc sur la tonne de CO2 évitée, des usines qui sont alimentées à 99% en énergie renouvelable. Et l'objectif 2040, c'est une entreprise en carbone négatif sans compensation.
On a vraiment une culture qui a été mise en place sur cette entreprise. On a une culture aussi qui est partagée puisque chaque recrue qui rentre va suivre un programme de sustainabilité et calculer son empreinte personnelle en carbone. On a véritablement aussi des hackathons qui sont mis en place, des zero waste. On a 1500 fournisseurs qui ont été engagés vis-à-vis de l'entreprise via une charte carbone, comme on peut le mettre au niveau quand on fait la cartographie des parties prenantes au niveau de la RSE. Ça rentre aussi là-dedans. On crée un écosystème de RSE. Pareil, c'est une entreprise qui se porte bien. On a ce que l'on pourrait imaginer comme des contraintes, puisque j'ai vu beaucoup dans le chat, c'est de la réglementation, on est obligé de le faire, mais c'est quand même une entreprise qui a une marge brute de 35%. C'est 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Ça montre véritablement que RSE et rentabilité peuvent coexister, et peuvent coexister, je veux dire, de la bonne façon. On va peut-être éviter peut-être Biocop, peut-être, je ne sais pas. On a le temps ou pas? On a le temps, Franck, on a le temps. On a le temps. Alors, quelque chose de beaucoup plus connu pour les Français, qui est Biocop. Biocop, qui est une coopérative, qui a 742 magasins, donc indépendants, mais associés à la marque Biocop. Une gouvernance avec une coopérative et une transparence, et une personne, une voix. Un comité label, un comité qualité et RSE, qui est fait par les 740 propriétaires de magasins associés à la coopérative, qui vont piloter donc la démarche, la politique RSE. Ce sont une chaîne qui va faire un approvisionnement local et qui va privilégier le commerce équitable. C'est vraiment une entreprise qui va faire du 100% de saison, qui va faire de l'origine France, qui va privilégier du circuit court, qui va privilégier les rémunérations équitables pour les producteurs qui vont travailler pour elle. C'est la réduction de son empreinte carbone au niveau du transport. C'est la réduction de l'empreinte écologique. C'est par exemple l'arrêt de l'eau en bouteille. Eh bien, c'est du plastique en moins. C'est un engagement social et inclusif. Lutte contre la précarité alimentaire. C'est des reportings extra-financiers. Souvent, on entend le reporting extra-financier, c'est une contrainte de plus, c'est un document qu'il va falloir remplir, mais c'est aussi la publicité que l'on fait sur les actions que l'on emmène, que l'on engage, qui va faire que le public, nos clients et nos talents vont être au courant de l'engagement RSE de l'entreprise. Une entreprise qui fait de la RSE toute seule dans son coin, alors je vais dire bravo, mais ça sert à quoi commercialement? Ça ne sert pas à grand-chose. L'idée est de dire, OK, j'ai un avantage aussi concurrentiel à mettre en place une politique RSE. Comme disait Pablo, on a 3, 4, 5 ans avant qu'il y ait une multitude d'entreprises qui viennent aussi sur la RSE. Contrainte ou avec une vraie, comment dire, un authentique sentiment de vouloir agir pour l'environnement et tout ça. Mais quoi qu'il arrive, on aura une multiplication des acteurs. Autant être les premiers acteurs à bénéficier et à mettre en place cette stratégie. On voit que, pareil, Biocop, c'est une entreprise qui se porte bien dans le monde du bio, puisque on a des volumes qui sont en hausse de 7% et un chiffre d'affaires qui fait plus 8%, alors que le marché est plutôt atone, voire en baisse au niveau du bio. Donc on a véritablement quelque chose qui est une stratégie qui est véritablement commerciale, productive, et qui peut lier la partie RSE et la partie productivité. Et on a une question, Franck, de Didier, concernant les résultats chiffrés de la mise en place d'une politique RSE pour les deux entreprises qu'on vient de voir. Pour clarifier peut-être, je ne sais pas si tu auras quelque chose à ajouter, Franck, mais les résultats, on les a donnés à la fin dans les deux slides. Il y aura les études à la fin. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, ils ont vraiment fait des études comparatives avant, après la mise en place d'une démarche RSE et les corrélations entre tout ça. Évidemment, on parle de corrélation et pas de cause à effet, c'est-à-dire on n'est pas capable de dire
à 100% que l'ensemble des actions RSE ont amené tel gain de performance. Ce qu'on sait, c'est que finalement, c'est assez corrélé avec la croissance économique de l'entreprise. Et elles l'ont, pour le coup, elles en ont témoigné. Hop. Alors, avant de continuer, on aimerait juste savoir, est-ce que vous avez une démarche RSE dans votre entreprise ou voilà, est-ce que vous avez déjà accompagné des entreprises qui, si vous êtes consultant ou professionnel de la RSE, qui ont vu des gains de performance commerciale, de l'accès à des marchés, etc. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà, comme tout à l'heure, hein, vous avez été ultra actif sur les commentaires. N'hésitez pas à remettre le fil, ça vous fait aussi un peu participer à ce live. Et nous, on est curieux de savoir ce que vous en pensez. Et voilà, donc est-ce que vous avez en interne, si vous êtes un dirigeant ou une responsable RSE, du coup j'imagine que si vous êtes responsable RSE, vous avez une démarche, mais voilà, comment ça se passe? Est-ce que pour les professionnels de la RSE, consultants, les gains de performance commerciale ont pu être plutôt visibles? Là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. J'ai une question supplémentaire pour les chargés RSE ou les chargés les, euh, en entreprise. Est-ce que votre entreprise, puisque j'ai eu le cas de chargé RSE, qui n'avait aucun moyen et aucun budget pour développer une démarche RSE. Alors quand je dis c'est pas une histoire que de moyens, mais il en faut quand même un tout petit peu. Et est-ce que l'entreprise dans laquelle vous êtes soutient la démarche RSE, puisqu'on a aussi beaucoup de greenwashing dans les entreprises où on met RSE, on met du vert pour faire joli. Donc c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Bonjour Christophe. Ah, c'est bien Aurélie. Aurélie, vous avez un budget. Et là, on voit, oui, dans le cadre de l'accompagnement et la labellisation RSE 6PL, pour le coup que je ne connais pas, dédié aux entrepôts durables. Ok, super. Bah, merci Cécile pour ce retour. Et n'hésite pas à nous dire si, voilà, est-ce que ces gains de performance ont été chiffrés ou quoi? On rappelle hein, pour les questions, n'hésitez pas, même si vous êtes consultant RSE, de témoigner d'un accompagnement qui a pu créer du lien entre RSE et performance commerciale. Moi, par rapport à ça, j'ai par exemple déjà accompagné les clients sur ce cycle RSE Sales, donc de leur dire à quel moment exact on peut parler de RSE à ses prospects, à ses clients. C'est pas quelque chose qui peut être ajouté aux pratiques du quotidien des personnes qui sont en charge de la partie commerciale. Alors oui, dans le cadre de la démarche de certification ISO 20021 et la participation à la convention des entreprises pour le climat. Alors là, pareil, c'est un utilisateur anonyme. Non, c'est Reda, pardon, de chez Toz Event. Ok, donc en plus, Vincent 21, donc spécifique au secteur événementiel. Sympa d'avoir des retours des participants là sur ce sujet-là. Donc c'est que ça vous parle et que c'est réel. Ça fait plaisir. Et le soutien de ma direction, Aurélie, mais vous avez de la chance. C'est pas toujours le cas, honnêtement. Oui, parce que j'ai un exemple très précis en tête d'une entreprise d'entretien hélicoptère Ok. qui a un service RSE, mais aucun budget et aucun soutien. Ça, c'est assez classique. Alexandre, merci pour le retour. Donc, qui a gagné un gros appel d'offres grâce à notre accompagnement sur le reporting. Donc là, pour le coup, vous voyez, ça peut être un élément vraiment différenciant ou au moins une possibilité, même une condition d'accès en fait à un appel d'offres, hein. Donc, c'est un sujet qu'il va falloir anticiper aujourd'hui et pour les mois et années à venir. Faut pas attendre 5 ans non plus avant de s'y mettre, mais voilà, faut y aller quoi. Ça marche, Cécile, pas de souci, on en discutera, on en discutera avec plaisir. Un budget et du temps dédié, ok. Merci, merci Mylène, ouais, c'est sûr, en plus vous êtes responsable
RSE, c'est vrai que ce n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises, en tout cas de plus petite taille, qu'il y ait des responsables RSE ou même du temps dédié aux personnes qui gèrent la RSE. Bonjour Marie-Jo, content de t'accueillir sur ce live. Et une question qui m'intéresse aussi, c'est dans quelle mesure les entreprises qui ont des chargés RSE ou des responsables des RSE l'incorporent dans leur stratégie managériale, puisque ça peut être un véritable game changer aussi au niveau du management des équipes, euh, et pas simplement un service RSE qui fait de la RSE dans son coin et qui ne l'incorpore pas au niveau de l'activité managériale de toute l'entreprise. Complètement. Mais on en parlait il n'y a pas longtemps avec Ludivine, avec qui je travaille sur la démarche RSE de leur entreprise. Et en fait, ce qu'on commence à faire, c'est justement d'impliquer les équipes métiers avant même de dérouler un plan d'action global, hein. C'est de les impliquer dès le départ, de leur dire, mais vous, comment ça vous concerne concrètement? Sinon, vous pouvez être sûr que vous allez un peu vous arracher les cheveux. À essayer d'embarquer tout le monde dans cette démarche. Donc, c'est vraiment important. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour vos retours. On enchaîne un peu. C'est bientôt la fin de ce live. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir un peu notre surprise qu'on va vous proposer. Je te laisse enchaîner, Franck, sur la roadmap 90 jours. Donc là, on rentre dans le concret. La diapo est très dense. Excusez-nous par avance, mais au moins, vous pouvez faire un screenshot et avoir des éléments concrets avec lesquels repartir. Voilà, l'idée, c'était effectivement que vous fassiez un screenshot. Et aussi, surtout, pour ceux qui n'ont pas de démarche RSE, de se dire, OK, j'ai 90 jours pour me lancer. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme action pour prévoir les premiers résultats? Mais on va voir sur les 30 premiers jours, on va avoir, alors on a 9 actions. L'action 1 qui va être de nommer un référent RSE ou ESG, ce qui est déjà quand même la première des choses, de façon à avoir un point de contact clair et capable de coordonner toutes les actions qui vont être mises en place, fédérer les équipes et de présenter la démarche. L'action 2, toujours sur le premier mois, ça va être de réunir une mini task force RSE et de créer un noyau de volontaires dans l'entreprise. Donc là, pareil, c'est les premières actions que l'on peut mettre en place. Et un quick win, donc quelque chose pour gagner rapidement, c'est de créer un tableau de bord simplifié de façon à visualiser en temps réel les actions et les indicateurs à suivre. Sur le deuxième mois, on a la mise en œuvre. On a l'action 3 qui va être la réalisation du diagnostic flash RSE, parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on part. Ça me paraît un petit peu nécessaire. 25, 30 questions sur les 7 thématiques de l'ISO 26000, la gouvernance, le droit humain, la RH, l'environnement, la loyauté des pratiques, les clients, les communautés. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut balayer très rapidement. Et l'idée, c'est de faire la synthèse de ses forces et de ses faiblesses. L'action 4, c'est cartographier les actions qui existent déjà, parce que des fois, les entreprises font des actions RSE sans le savoir. Je veux dire, avoir changé ses ampoules électriques en mettant des basses consommations, c'est déjà une petite action qui a été mise en place. Donc, il faut faire véritablement le listing de toutes les actions qui ont été mises en place au niveau de l'entreprise. De fabriquer un man mind simple et de se dire, OK, où est-ce qu'on va? Et de créer un sondage, donc salarié, sur les attentes des salariés sur une démarche RSE. L'idée n'est pas d'imposer une démarche RSE en partant du top management pour aller vers le bas en disant c'est comme ça, c'est joli, on fait de la RSE, c'est OK. Et c'est ce que disait Pablo. On construit la démarche RSE avec l'ensemble de l'entreprise et pas simplement avec le top management. Sur le mois 3, on a la consolidation, les actions 5, 6 à suivre, qui sont organiser les ateliers collaboratifs pour créer une charte RSE au niveau de l'entreprise. L'objectif, créer 5 à 7 engagements clés que tout le monde va pouvoir suivre et auxquels tout le monde va adhérer parce qu'ils auront été aussi co-construits. En action 6, on va avoir intégré la RSE dans les process internes. Ça va être dans les recrutements, ça va être dans les appels d'offres, ça va être dans les réunions RSE, véritablement intégrer la RSE dans toute la vie quotidienne de l'entreprise, la vie quotidienne et la vie économique.
Et puis, on va avoir un key win très rapide, ajouter une série de slides dans toutes les présentations clients et partenaires. On fait de la RSE, mais il faut aussi le faire savoir. Sur la partie 90 jours, on va voir toute la partie évaluation, c'est-à-dire mettre à jour le tableau de bord avec tous les résultats concrets qu'on a eus, les KPI qu'on avait déterminés, le pourcentage de salariés, par exemple, qui ont participé à une action RSE, le nombre d'actions concrètes qui ont été réalisées, les pourcentages d'actions qui ont été prévues contre celles qui ont été réalisées. Il faut suivre véritablement au quotidien les actions que l'on met en place et avoir des actions concrètes. Et il vaut mieux avoir des petites actions que l'on met en place que de vouloir absolument faire quelque chose de gros tout de suite qu'on ne mettra pas en place. Et appliquer des correctifs au fur et à mesure. Action 8, on prépare un mini-rapport qui va être destiné en interne et en externe, et on va pouvoir commencer à dire, OK, nous avons fait ça comme action, on a eu tel indicateur, on a tel témoignage, voilà, nous avons mis un pied dans la RSE. Ça commence à être aussi notre argumentaire, entre guillemets, de vente vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis des investisseurs. L'action 9, ça va être de présenter des résultats en réunion d'équipe, parce que là encore, on le présente à l'extérieur, mais on le présente aussi en interne. L'idée, c'est de valoriser. Là, on est dans du management, on valorise l'avancée, on crée une dynamique. Et l'idée, c'est aussi d'avoir des recueils de feedback. Les collaborateurs qui sont dans l'entreprise ont toujours de très bonnes idées. C'est de la reconnaissance que l'on peut amener en écoutant ces idées, simplement. Je pars toujours du principe qu'on est plus fort à 2 qu'à 3, enfin à 2 qu'à 1, qu'à 3 qu'à 2, à 10 qu'à 3, et ainsi de suite. C'est une action managériale de la RSE qui peut être mise en place par les managers, par le top management, par les chargés de RSE, par tout le monde au niveau de l'entreprise. Donc voilà une roadmap en 90 jours pour passer à l'action assez facilement et rapidement. Merci Franck, je fais le lien avec une question qu'on a eue dans le chat en tant que responsable RSE. Ce n'est pas vraiment une question d'ailleurs, c'est plutôt une remarque, qu'on allait piocher dans les différents départements pour les aider à avoir des actions plus durables. Et en fait, ça, c'est vraiment très caractéristique de la meilleure approche en RSE, qui est une approche intégrée. Donc, certes, c'est important d'avoir quelqu'un de dédié, voire un budget alloué à la RSE, mais en fait, des fois, la RSE, tout simplement, diffuse dans l'ensemble des départements de l'entreprise. Est-ce que quand on met en place un budget lié à la formation, on l'appelle budget RSE? Pas tellement. Pourtant, ça peut rentrer dans le cadre d'une démarche RSE structurée. Donc, vous voyez, le lien peut être assez flou, en tout cas, que ce soit sur la partie commerciale ou d'autres points. L'important, c'est d'impliquer les départements, mobiliser du budget et insuffler des pratiques un peu plus responsables au sein même de ces départements, sans forcément être bloqué si jamais il n'y a pas de budget RSE dédié, ce qui arrive au final assez rarement. Ça dépend des entreprises, évidemment. Quand il y a des entreprises qui ont des exigences de reporting, qui ont un département dédié, là, il y aura des dépenses dédiées. Par contre, l'approche la plus efficace, finalement, c'est aussi d'insuffler une dimension RSE à l'ensemble des départements et des services de l'entreprise. On va rapidement... C'est une vraie démarche transverse, tout à fait. On va rapidement synthétiser, Franck, si tu le veux bien. Alors voilà, on arrive à la fin, donc on synthétise. On relie la RSE avec une performance commerciale. Ce sont 13% de performance économique en plus. Et là, ça a été véritablement documenté par nombre d'études. On a plus 20 de performance sociale, on a plus 16% de productivité des salariés. On a une attractivité client qui renforce l'image de marque. On a la fidélisation et la rétention des talents. On a une réputation qui va faciliter les partenariats avec les autres entreprises. On a l'innovation, c'est-à-dire une stimulation de l'innovation, et on a un accès au financement qui a été favorisé par la mise en place d'une stratégie RSE. Super, c'est une bonne synthèse bien efficace. On a mis les sources aussi ici. Si vous le souhaitez, elles sont toujours disponibles au sein de cet événement. Et comme promis, Franck, aussi, je te laisse présenter la surprise. Alors, comme promis, pour ceux qui n'auraient pas mis en place de stratégie RSE, je propose, moi, un audit RSE offert et un template de la roadmap dont on a parlé tout à l'heure. C'est simple, il suffit de me contacter sur LinkedIn en MP ou vous me dites en commentaire si vous êtes intéressé.
Voilà, n'hésitez pas à nous dire si ce live vous a plu, à liker, à commenter, et cetera. Voilà, on est ravis d'avoir passé une heure, avec vous, en tout cas sur ce live LinkedIn. Donc dites-nous si vous voulez un auditeur SEO offert et ou contactez Franck, laissez un commentaire. N'hésitez pas, hein, vous pouvez aussi, liker ou, mettre, une réaction à cet événement, LinkedIn. En tout cas, on est resté au moins une quarantaine, jusqu'à la fin. Merci beaucoup, pour, d'être resté avec nous. Et puis, on reste là encore quelques minutes si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour prendre contact avec Franck sur cette partie audit RSE qui sera réalisée du coup grâce au logiciel Intersection. Donc, vous aurez comme ça, par la même occasion, l'occasion de tester ce logiciel qu'on propose à de nombreuses entreprises et experts de la RSE. Si vous êtes consultant, vous pouvez aussi le tester du coup avec un. Ça fait gagner pas mal de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé en tout cas de ce live. Je me répète un peu. Et si vous êtes intéressé pour prendre contact avec Franck. Merci Marie-Jo, à très vite. Salut Ludivine. Merci pour ta participation. Tu étais très active, Cécile. Au plaisir de te retrouver sur un prochain live et même d'échanger sur les résultats du client que tu as accompagné. Merci Dorothée. Georgia, comment allez-vous? Bonne journée, content de vous avoir vu sur ce live. Merci Alexandre, à très vite. Merci à tous. Merci Anne-Laurence. Pour celles et ceux qui restent encore, si vous êtes intéressés pour discuter avec Franck ou pour un audit RSE offert, et le template de la roadmap dont Franck vous a présenté tout à l'heure. Il a passé du temps là après à créer un template Excel vraiment prêt à l'emploi. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. En tout cas, nous, on est là encore quelques minutes, secondes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne finalement. Merci Aurélie, avec plaisir pour échanger, avec plaisir. Merci Isabelle, honnêtement, on essaye que ce soit à peu près concret, que les gens ne perdent pas leur temps sur cette heure. Voilà, on a commencé avec les chiffres, mais à la fin, ouais, non, il y a vraiment des choses très actionnables. Merci en tout cas pour ton retour. Je vois que je commence à recevoir des messages de la part de participants. N'hésitez pas à vous rapprocher de Franck aussi si vous voulez réaliser un audit RSE offert, ou pour les consultants experts RSE, à vous rapprocher de moi, voilà, si vous voulez en savoir un peu plus. Oriane, avec plaisir pour échanger. Voilà, il y a encore une quinzaine de personnes là sur le live. Voilà, dites-nous hein, si vous voulez en savoir plus sur Intersection. Vous rapprochez de Franck Lidard pour un audit RSE offert. En tout cas, merci encore à tout le monde, hein, ceux qui sont encore là, d'être restés jusqu'à la fin. On va couper ce live. Je vous laisse et on se dit au mois prochain pour un live partenaire Intersection. Merci encore Franck Merci beaucoup. d'avoir préparé tout ça. Et on se retrouve très vite.